Eh bien, je vais démarrer. Alors, déjà, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence échange qui s'inscrit dans notre semaine thématique autour du domaine de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Donc, cette semaine, en fait, inaugure un cycle de bien d'autres conférences sur différents domaines et je vous invite à en consulter le programme sur le site Orientation Centre-Val de Loire. D'un point de vue plus pratique, je vous informe que vos micros et vos caméras ont été coupés. Donc, vous aurez toutefois la possibilité de poser des questions dans le chat et je me chargerai de les transmettre aux professionnels. Donc, notre thème aujourd'hui sera cuisinier autour du monde et je remercie Monsieur Franck Garanger d'avoir accepté de participer à cette conférence pour présenter son parcours. Donc, Monsieur Garanger qui est directeur culinaire pour Explora Journée. Bonjour à tous. Donc, avant de démarrer, de laisser la parole à Monsieur Garanger, je vais commencer par une petite introduction sur le domaine de l'hôtellerie, restauration, tourisme en région Centre-Val de Loire. Donc, la France est une des premières destinations touristiques au monde et la région Centre-Val de Loire n'est pas en reste par rapport à ça, elle n'y est pas pour rien. Elle est connue notamment pour l'ensemble de ses châteaux et ses spécialités régionales. Donc, l'hôtellerie, restauration, tourisme, c'est le deuxième plus gros employeur de la région. Il y a plus de 7500 entreprises dans le domaine qui regroupent plus de 35 métiers. Et les projets de recrutement sont nombreux, tout comme les possibilités de formation, que l'on soit collégien, lycéen ou en reconversion. Donc, Monsieur Garanger, vous, comment avez-vous choisi en fait de devenir cuisinier, de travailler dans le domaine de la cuisine? Disons que moi, j'étais donc fils de boulanger sur Angers. Donc, j'ai toujours un peu baigné dans cet environnement. Et puis, j'avais l'idée dans les années 80, un peu, c'était de suivre les grands chefs de l'époque, qui étaient Paul Bocuse, Roger Verger et les frères Trois Gros et bien d'autres. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire un apprentissage dans un étoilé Michelin par alternance. Et ensuite, tout de suite, dès que j'ai mis les pieds dans une cuisine d'étoilés Michelin, j'ai été tout de suite impressionné par la prestance du chef et puis la qualité des assiettes que l'on créait. Et j'ai tout de suite vu que voilà, c'était ma voie. Et j'avais quand même derrière une idée de voyage. J'ai toujours voulu voyager quand j'étais jeune. Et donc, je me disais que ce métier pourrait un jour me permettre de voyager. Donc, voilà, ça a été, disons, mon choix principal était vraiment axé sur ce métier de cuisinier par passion et par aussi cette vision qu'on avait des chefs qui, dans les années 80, grâce à Monsieur Bocuse, sont vraiment sortis de leur cuisine et sont devenus des gens très reconnus. Oui. D'accord. Et au niveau de votre parcours, justement, alors comment on passe de apprenti dans un restaurant étoilé à directeur culinaire chez Explora Journée? Ça prend du temps. Oui. Ça prend du temps et puis beaucoup de travail. De toute façon, c'est un métier qui est tellement autour de la passion que si on n'a pas cette passion tout de suite quand on démarre dans ce métier, parce que c'est difficile. Surtout, moi, j'ai fait mon apprentissage dans les années 80 où croyez-moi que c'était assez difficile. Donc, en fait, c'est la passion qui fait que ce métier, eh ben, on va franchir les étapes petit à petit. Donc, étant donné que j'ai bien démarré puisque j'ai fait un apprentissage en étoilé Michelin avec un maître cuisinier de France, ça m'a permis, dès la fin de mon apprentissage, voilà, il m'a envoyé à l'hôtel de Paris à Monaco, où j'ai travaillé avec Sébastien Bonsignor, puis ensuite avec Alain Ducasse. Donc, ça m'a mis tout de suite dans le bain des étoilés Michelin, des grands palaces. Et donc, après, il faut s'accrocher, il faut travailler dur, il faut aimer ce qu'on fait. Et puis, on gravit les échelons.
Et puis, j'ai eu l'opportunité, à l'âge de 22 ans, de pouvoir intégrer l'équipe de cuisine de Silver Sea, qui était une compagnie italienne ultra-luxe en 1992. Et donc, j'ai rejoint cette équipe. Et tout de suite, j'ai fait partie de cette équipe qui a lancé un bateau où on a démarré tout de suite sur des itinéraires en Afrique, aux Seychelles. Et d'un seul coup, voilà, j'étais dans un environnement de luxe. Je voyageais, je découvrais le monde. J'avais 22 ans, donc c'était pour moi voilà une découverte. Et j'étais comme un poisson dans l'eau. Je me suis retrouvé tout de suite au bon endroit, au bon moment. Et puis, je dois dire, bah oui, je suis arrivé à 22 ans, non, 24 ans, excusez-moi, comme chef de partie sur les bateaux de Silver Sea. Et au bout de 4 ans, je suis devenu executive chef du bateau. Et 2 ans après, à l'âge de 28 ans, j'étais corporate chef de la compagnie Silver Sea, c'est-à-dire j'étais en charge des 4 bateaux de la flotte. Et mon travail consistait à développer les menus, à faire du recrutement, d'approvisionnement. Et je suis parti ensuite en 2003 rejoindre une nouvelle compagnie qui s'appelait Oceania Cruise, qui existe toujours. Et je suis resté 19 ans avec eux. Voilà, je me suis fait recruter il y a quelques mois par Explora Journée, qui est en fait la branche luxe de MSC Croisière, qui est une compagnie où nous allons créer, en ce moment, nous sommes en train de construire un bateau et dans un an, nous sortirons le bateau le plus luxueux d'Europe, tout en respectant tout ce qui est du fuel propre et puis toute une sustainabilité, comme on appelle en anglais, c'est-à-dire qu'on fait très attention à la façon qu'on consomme et qu'on se déplace. Donc, c'est vraiment les nouveaux bateaux de croisière qui sont à faible dégagement de CO2. Et donc, c'était vraiment cet environnement que j'ai voulu apporter dans ma carrière. C'est vraiment continuer la croisière, mais avec aussi des projets qui viennent dans le futur sur des bateaux de croisière à voile mécanique, qui vont être vraiment le futur des bateaux de croisière qui démarrent là bientôt. D'accord. Alors, justement, là, en quoi consiste votre métier actuellement? Alors, c'est un métier très intéressant puisque ça me permet de bouger beaucoup à la rencontre de fournisseurs dans l'excellence. C'est-à-dire que mon métier, c'est de créer des cartes des restaurants sur un bateau comme l'Explora 1. Nous avons 9 restaurants à ouvrir, donc 9 concepts à créer, une brigade d'une centaine de cuisiniers à préparer, à recruter, à former. Et puis voilà, c'est aller chercher les petits producteurs qui vont pouvoir nous suivre parce qu'on est vraiment sur des petits bateaux, hein. Les bateaux d'Explora sont que des bateaux de 900 passagers. Alors, ça reste 900 passagers, mais bon, c'est à peu près la taille d'un hôtel de 450 chambres. Et dans le milieu de la croisière, ça reste des petits bateaux. Ce ne sont pas les gros mastodontes que l'on trouve de 3 à 7 000 passagers. Ici, on fait vraiment attention à chaque détail. On est vraiment dans un format relais château, si je peux dire. Donc, mon travail, c'est vraiment développement des recettes, des concepts, écriture, la recherche vraiment dans le plat et dans le produit, et vraiment toute une partie formation de nos cuisiniers, puisque depuis beaucoup d'années que j'exerce ce métier, j'essaye vraiment de prendre des positions presque sorties de l'école ou première ou deuxième emploi, vraiment avoir des gens qui viennent, qui n'ont pas du tout je dirais, mauvaise formation qu'on pourrait avoir sur des gros bateaux de croisière où le système de restauration est différent. Nous, on essaye vraiment d'avoir des jeunes et on les fait grimper avec nous. Moi, j'ai l'exemple de cuisiniers qui sont rentrés comme commis sur Oceania et qui sont aujourd'hui exécutifs chefs de bateau. Donc, il y a vraiment tout ce côté, tous ces aspects-là qui font partie de mon travail au quotidien. D'accord. Alors, une question qui est posée dans le chat et je pense qu'il pourrait intéresser aussi beaucoup d'élèves. Là, je vois notamment qu'il y a donc une classe de troisième qui est présente sur la conférence.
Le niveau d'anglais alors est-ce que par exemple vous, quand vous étiez en formation, vous aviez déjà un bon niveau d'anglais ou c'est quelque chose qui est venu, avec la pratique, j'allais dire? Alors, c'est-à-dire que dans les années, 90, on arrivait à rentrer sur les bateaux avec un niveau d'anglais passable. Maintenant, avec le système de sécurité à bord, on doit vraiment maîtriser l'anglais. Maintenant, on n'a pas besoin vraiment d'un anglais très académique, mais qu'on arrive à tenir une discussion, qu'on arrive à comprendre surtout les messages d'alerte qu'il pourrait avoir en cas de pépin. C'est surtout dans ce domaine-là qu'il faut maîtriser l'anglais. Mais bon, moi, je suis arrivé sur les bateaux avec un niveau d'anglais bac professionnel qui, 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 qui s'est surtout amélioré en étant sur le bateau en configuration directe avec un environnement où tout le monde parle anglais. Maintenant, moi, je conseille toujours à des jeunes qui ont ces petites étoiles dans les yeux à vouloir aller découvrir le monde. Déjà, moi, je pense que c'est une des meilleures façons de découvrir le monde, c'est de pouvoir apprendre son métier tout en voyageant. Je pense que de 20 à 30 ans, c'est vraiment une voie qui est très, très intéressante pour le développement personnel. Et je conseille toujours, sortie d'apprentissage ou de bac pro ou de BTS, c'est d'aller faire une ou deux expériences en Angleterre ou aux États-Unis ou dans un pays où on parle anglais, de façon à commencer quand même à ce que le choc ne soit pas trop important quand on arrive sur un bateau de croisière. Arriver sur un bateau de croisière, vous avez différentes choses à absorber dans le premier mois, c'est-à-dire tous les entraînements de sécurité, tous les entraînements liés à son poste, l'anglais, et puis le fait de se retrouver dans un environnement où on va travailler et vivre avec les mêmes personnes. Donc, les gens que l'on côtoie quand on est en repos sont les mêmes que l'on va côtoyer pendant le travail. Donc, il y a une petite phase d'adaptation. Pas tout le monde est capable de supporter ce genre d'environnement, mais j'ai vu beaucoup de personnes vraiment s'épanouir dans ce milieu-là. Donc oui, c'est quand même mieux d'avoir un petit niveau d'anglais avant d'arriver, mais bon, l'anglais, c'est quand même assez facile à apprendre en général. C'est pas si compliqué que ça quand on s'y met. Et croyez-moi que j'étais pas très très fort quand j'ai démarré, donc c'est pas un très gros problème. OK. Alors je sais pas si on pourrait vraiment, quand on travaille sur un bateau de croisière, parler de journée type. Enfin, est-ce que vous voilà, vous aviez, des journées un petit peu type au niveau de l'heure à laquelle vous démarriez, l'heure à laquelle vous finissiez? En étant, oui, en travaillant à bord, bon, en cuisine, voilà, on démarre, tout dépend des shifts qu'on va avoir, mais ça va être entre 8 et 9 heures avec une coupure. Et puis, une coupure à 14 heures en général, qui nous permet de sortir et parfois, bah, aller à la plage si on est, aux Seychelles ou dans les Caraïbes. Et puis, bah, en retour vers 17-18 heures, tout dépend aussi de quel poste on a. Et on finit pas trop tard, puisqu'on est quand même sur une clientèle qui mange assez de bonne heure. Donc, je dirais qu'on est autour de 21 heures, on a fini. Sachant que sur les bateaux de croisière, on n'obtient que très rarement des journées de congé. On est en général sur des matinées de récupération, par exemple. Il faut aussi savoir que on travaille tous les jours pendant une période qui peut aller de 3, 4 à 5 mois, tout dépend des compagnies de croisière. Bon, le bon côté, c'est que, étant donné qu'on est marin, on n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu. Donc, ça permet quand même, et puis les salaires sont assez élevés, donc ça permet quand même à des jeunes qui seraient motivés de pouvoir quand même bien gagner leur vie en travaillant à bord. Mais une fois de plus, c'est quand même beaucoup de travail. Mmh. Alors selon vous, quels seraient les avantages et les inconvénients justement de ce type, de travail? Bah, les avantages,
comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment déjà d'apprendre son métier d'une façon assez rapide parce qu'on est vraiment dans un environnement qui tourne 24 heures sur 24, où on va toucher vraiment du petit déjeuner au room service, au dîner, avec différents concepts de restauration sur un bateau de croisière qui peut aller de la cuisine italienne en travaillant les pâtes fraîches, les risottos, la cuisine asiatique qui est quand même assez large, et puis bah, la cuisine française, toutes ces techniques. Il faut savoir qu'à bord, on fabrique nos baguettes de tradition, notre viennoiserie avec un beurre désigné. On fabrique vraiment tout à bord. Donc, il y a vraiment une formation qui est assez incroyable, une connaissance qui nous arrive. Bah, il y a ces côtés-là, il y a les côtés du voyage, évidemment, et puis il y a la découverte du monde, rencontrer différentes nationalités. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur un bateau de croisière, on est à peu près entre 40 et 50 différentes nationalités. Donc, c'est quand même une ouverture d'esprit qui, dans le monde actuel où l'on vit, je pense que ce qui va nous sauver, c'est vraiment de s'ouvrir les esprits, d'être capable de comprendre les différentes nationalités avec lesquelles on a travaillé et de les accepter. Et moi, je pense que ça, c'est vraiment un enrichissement qui est assez incroyable. Ensuite, les inconvénients, bah, comme partout, il y a des inconvénients. C'est assez dur physiquement. Il peut y avoir des fois bah, ouais, un petit manque de sa famille quand on part pendant 4 ou 5 mois en mer. Oui, c'est pas toujours évident. Il faut vraiment être capable de faire ça. Et puis, eh bien aussi les contraintes que l'on peut avoir par rapport aux régions où on va naviguer. Et il est vrai que je ne vais pas avoir vraiment les mêmes produits frais en étant en Indonésie ou en Thaïlande par rapport à sur le bassin méditerranéen. Donc, il y a une adaptation régulière, mais ça nous permet aussi d'apprendre tous les fruits et les légumes partout dans le monde et de pouvoir apprendre à les travailler et vraiment pour le métier de cuisine, d'avoir une ouverture sur la cuisine internationale que l'on n'aurait vraiment pas ailleurs. C'est vrai que si on va travailler dans un étoilé Michelin, on va avoir vraiment la cuisine du chef, donc on va apprendre sa cuisine et c'est très important et c'est très bien de passer à travers différents chefs. Mais ici, on va vraiment avoir, on va apprendre à la cuisine sud-américaine, asiatique, nord-américaine, européenne, italienne. Enfin, on a vraiment toute cette panoplie de cuisine autour de nous qui vraiment enrichissent beaucoup le métier de cuisinier car bah, ça nous permet de créer beaucoup plus facilement par rapport à des techniques ou des ingrédients que l'on a travaillé un peu partout dans le monde. Oui. Si on est curieux, c'est magnifique. D'accord. Et selon vous, quel serait l'objet qui pourrait représenter le mieux votre métier? Est-ce qu'il y en a un déjà? Je dirais oui, le couteau est indispensable pour le cuisinier. Moi, dans ma partie à moi, les avions sont aussi quelque chose, malheureusement, de très, très important parce que j'en utilise beaucoup pour visiter les différents bateaux. Oui, non, mais oui, bon, c'est vrai que pour moi, le couteau, c'est ce qui nous permet de changer la matière. Le premier geste que l'on fait quand on veut changer une matière, oui, c'est souvent par le couteau. Oui. D'accord. Après, de manière un petit peu plus générale, là encore sur votre métier, sur votre parcours, quel est en fait votre plus beau souvenir professionnel? Euh, ouais, c'est difficile, il y en a beaucoup. Je pense que oui, si je dois vraiment en retenir un, c'est le Millennium, le repas du Millennium, donc au passage de l'an 2000 où je gérais 2 bateaux et puis bon, voilà, on a créé un menu vraiment qui était avec les plus grands vins du monde, avec
avec des plats qui étaient assez uniques. C'était énormément de pression. On avait vraiment des passagers à bord qui avaient payé 300 000 euros la croisière à l'époque. Et donc, voilà, on avait composé un menu où je me rappelle, on avait fait venir la truffe d'Alba d'Italie, on avait du bœuf de Kobe, on avait travaillé de caviar Golden Ocietra. On avait vraiment travaillé les plus beaux produits du monde et on avait créé un menu pour cette soirée du Millennium. Ça reste vraiment un souvenir impérissable. Mais à côté de ça, bah, il y a eu des inaugurations de bateaux, j'ai eu la chance de cuisiner pour Nelson Mandela, donc ça reste aussi pour moi un de mes top 3 souvenirs, puisque il est venu passer une semaine avec nous à bord et j'ai fait un repas de gala pour lui à un moment qui était d'ailleurs assez incroyable, puisque il y avait un petit dîner privé avec Nelson Mandela. Et puis, j'avais un carré de veau à découper en salle et nous sommes arrivés, c'était un petit repas de 15 personnes. Nous sommes arrivés avec le guéridon et au moment où j'allais commencer à servir, Nelson Mandela racontait le jour où il est sorti de prison. Il n'était pas au courant le matin qu'il allait sortir de prison et il racontait euh, ça devant une audience qui était bouche bée à l'écouter. Et ça reste un moment un peu historique pour moi d'avoir vécu et d'avoir pu entendre ces paroles de Nelson Mandela. Donc oui, c'est un métier où parfois on va rencontrer des gens incroyables, on va cuisiner pour des gens uniques. Bon, voilà, j'ai cuisiné pour le roi de Jordanie, pour le prince de Monaco, pour plusieurs stars. Tout ça fait que c'est un métier qui nous permet de vivre des choses assez exceptionnelles. Donc des beaux moments dans ma carrière, il y en a beaucoup. Je pourrais passer une heure à vous en raconter, mais Alors, et bon, on fera voilà. une conférence spéciale alors si vous voulez, les plus beaux moments de Et Franck si ça peut Béranger. motiver les jeunes à se dire, oui, c'est un métier qui est dur, mais qui est plein de bonheur. Dès qu'on touche l'excellence dans la cuisine, on touche à des choses, on rencontre des gens exceptionnels. Ça reste, puis voilà, c'est un métier d'art, quelque part. C'est un métier d'art, c'est un métier dur, mais il y a une partie artistique. Dès qu'on on peut aller toucher ce côté artistique, c'est un métier merveilleux, bien entendu. Et puis quand on est français, ça aide quand même pour voyager dans le monde, hein. Quand vous êtes un chef français, vous allez n'importe où dans le monde, on vous regarde, voilà, vous représentez la France. La France, on est quand même encore le métier de la gastronomie. Très bien. Alors il y a, une question dans le chat, qui est, de savoir si c'est facile de revenir dans la cuisine d'un restaurant classique après avoir travaillé sur un bateau de croisière? Oui, oui, tout dépend les circonstances. Le métier de cuisinier reste un métier de cuisinier. Alors, il y a une période d'adaptation, c'est sûr, et bon, ça m'est arrivé, puisque pendant ces années Covid qu'on a vécues, moi, je suis actionnaire d'une société qui s'appelle Slow Village, et nous sommes dans les vacances éco-responsables. Et donc, j'ai participé à l'ouverture de plusieurs restaurants sur ce thème dans nos villages vacances. Et donc, il a fallu que je me réadapte vraiment au système français. Et bon, oui, c'est différent parce que la législation est complètement, la législation et le droit du travail, je pense que c'est là où j'ai eu le plus de difficultés à me réadapter. Mais à part ça, au contraire, je dirais que c'est presque plus facile parce que une fois qu'on a choisi notre producteur de tomates et nos matières premières autour de nous, on sait que ça ne va pas changer. Donc, on fait vraiment plus une cuisine de produits, je dirais, en étant à terre, que sur un bateau de croisière, étant donné qu'on va ne pas avoir toujours les mêmes produits frais, que ce soit le poisson, les fruits, les légumes. On a une cuisine un peu plus technique. Donc, on a une cuisine technique un peu plus sur les bateaux de croisière
où bah, on va privilégier vraiment la recette, alors que je pense que sur une restauration à terre, on va vraiment pouvoir pousser un peu plus une cuisine de produits, d'aller chercher vraiment le petit producteur à droite, à gauche, qui va nous accompagner dans notre restaurant, et donc et vraiment faire la focus sur la belle tomate, ou le petit fournisseur ou le petit éleveur pas loin de chez nous. D'accord. Alors pareil dans le chat, une autre question sur, plus sur votre parcours et votre première expérience dans un restaurant étoilé. Comment en fait vous avez eu cette opportunité d'aller dans un restaurant étoilé? Alors, bah, au niveau de mon apprentissage, j'avais quelqu'un de ma famille qui était professeur de cuisine au centre de formation et de promotion professionnelle, donc à Angers. Donc il m'avait donné une liste de restaurants étoilés Michelin et de bons formateurs sur Angers, que j'ai contactés, et j'avais été faire des essais, j'avais été pris. Et puis après, bah, une fois que en fait, j'ai eu la chance de faire cet apprentissage avec un maître cuisinier de France dans un étoilé Michelin, une fois que vous avez le pied à l'étrier, en fait, c'est assez facile. Tout de suite derrière, nous, on était placés dans les meilleurs restaurants en France, puisque nous étions 4 apprentis. Donc, moi, j'étais parti à de Paris à Monaco. Il y en a un qui était parti chez Monsieur Pic à Valence, un autre qui était au Fouquet's à Paris, et le quatrième était au Plaza à Nice. Donc, vous voyez, chaque fois qu'on faisait un apprentissage, notre chef d'apprentissage, en fait, avait déjà géré, il nous avait déjà lancé. Et puis, bah, après, voilà, c'était à nous de partir. Mais je dirais que dans les années 80, c'était assez difficile de rentrer dans les étoiles Michelin. Ils avaient vraiment des listes de gens qui attendaient pour venir travailler. Alors que maintenant, ça a beaucoup changé. Même les étoiles Michelin passent des annonces dans l'hôtellerie. Donc, je pense que c'est beaucoup plus accessible aujourd'hui de rentrer dans un restaurant étoilé Michelin ou un palace que ce ne l'était dans les années 80. Maintenant, voilà, si après on est plus dans une restauration traditionnelle, je veux dire, aujourd'hui, il y a quand même une pénurie dans notre métier en général, hein, en France, donc il y a quand même beaucoup d'établissements qui recherchent. D'accord. Oui, ça rejoint un petit peu ma dernière question qui était, pensez-vous que votre métier soit porteur d'avenir? En tout cas, il est porteur, d'emploi d'après ce que vous dites. Oui, 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 bon, rien qu'aux États-Unis, il a été calculé, alors que les États-Unis, c'est la population qui utilise le plus les bateaux de croisière comme mode de vacances. Il y a que 4% des Américains qui vont en croisière. Donc, et en Europe, c'est un marché qui va se développer surtout avec les nouvelles générations de bateaux de croisière qui vont presque plus polluer. Il faut savoir que moi, je suis assez surpris et souvent un peu fâché de lire un peu les mauvaises publicités qui sont faites sur les bateaux de croisière, parce qu'on va tout de suite parler des gros bateaux de croisière qui sont sur le marché, et on ne parle jamais des petits bateaux de croisière comme nous, qui sommes là, qui faisons beaucoup pour l'environnement. Rien que, par exemple, sur le tri sélectif dans une cuisine, ça fait 20 ans que sur le bateau de croisière, on a 5 poubelles différentes en cuisine. Et ça, on est toujours en avance sur tous les hôtels et les restaurants. Et puis le traitement des déchets, c'est quelque chose qui est très important. La consommation, maintenant les nouvelles énergies propres qui vont être les nouvelles générations des bateaux de croisière. Donc, moi, je pense que c'est vraiment. Et puis, c'est aussi une branche de la profession bah, qui s'ouvre de plus en plus, qui met de plus en plus de législation dans le travail. Il faut savoir que maintenant, voilà, rien que sur un poste de chef de parti, vous arrivez, vous avez votre cabine à vous seul, et donc plus besoin de partager les cabines. Il y a vraiment du matériel très haut de gamme qui a été mis sur tous les bateaux. Donc, il y a vraiment tout un environnement de travail qui devient de plus en plus agréable et qui permet aussi aux gens de s'épanouir, de grandir
grandir et de pouvoir avoir aussi suffisamment de temps pour sortir et visiter dehors. Donc oui, ça va être, alors c'est peut-être souvent une transition, c'est-à-dire que c'est une expérience pour les jeunes qui est vraiment enrichissante et qui leur permet de voir beaucoup de choses et de pouvoir décider à 30 ans, bien entendu, à 30 ans, souvent, bah voilà, on veut fonder une famille, donc c'est assez difficile d'abord de rester sur un bateau de croisière, mais il y a aussi beaucoup de positionnement dans ces nouvelles compagnies de croisière maintenant, où on a beaucoup de ce qu'on appelle les postes de corporate, c'est-à-dire que moi, par exemple, dans mon équipe de cuisine, j'ai 5 chefs qui travaillent de chez eux. Et on est en conf call presque tous les jours. Ils vont être sur du développement. Alors, parfois, ils vont prendre l'avion, ils vont aller visiter un bateau, ils vont prendre l'avion pour aller à un food show, voir un peu les derniers produits ou prendre un avion et aller voir un fournisseur. Donc voilà. Et en fait, il y a beaucoup d'opportunités qui permettent à des gens d'évoluer dans le milieu de la croisière sans être vraiment personnel navigant à bord et être parti de la maison pendant 3, 4 à 5 mois éventuellement. Même les chefs actuellement à bord ne font que des contrats de 3 mois avec 6 semaines de vacances. Donc ils sont 3 mois à bord, 6 semaines de vacances. Bon, il y a aussi maintenant des nouveaux contrats qui arrivent où c'est 3 mois à bord, 3 mois de vacances. Donc il y a beaucoup de choses qui se mettent en place de façon à ce qu'on ait beaucoup moins de temps passé à bord dès qu'on arrive à des positions un peu plus de directeur, oui. D'accord, très bien. Beh, écoutez, merci beaucoup monsieur Garanger d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc Merci à à t vous. tous les, participants, donc je rappelle que, toutes les conférences en tout cas sont, enregistrées et pourront être retrouvées sur, la plateforme sur laquelle vous êtes inscrits pour, regarder cette conférence. Et n'oubliez pas il y a pendant toute la semaine donc des conférences sur le domaine de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme, que vous pouvez suivre sans souci. Mais vraiment merci beaucoup monsieur Garanger d'avoir parlé, du métier de cuisinier d'une manière un petit peu différente, parce que c'est vrai qu'on parle souvent, du métier de cuisinier en restaurant, classique, j'allais dire, et là ça permettait d'apporter, une nouvelle, une nouvelle vision, on va dire. Ben, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté. Merci pour vos messages que je vois défiler sur mon écran. Et c'était vraiment un plaisir. Et oui, ça fait toujours plaisir de parler un peu de notre métier qui est assez peu connu en France. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Bonne journée Merci à à tous. tous. Au revoir. Au Merci. revoir.